Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, le balado ou podcast si vous préférez, qui en est à sa 4e année quand même. On a beaucoup de personnes qui sont passées au micro et quand ils sont très très bons, on les invite à nouveau et c'est le cas de notre invité, ex-journaliste et historien, que l'on voit aussi dans la lucarne, la grande lucarne, comme disait Viret. Ah, la grande lucarne! Grosse lucarne! Denis Anger, bonjour Denis. Salut Gilles. Ouais, journaliste, historien, vous savez que j'ai une citation là-dessus. Moi, j'ai étudié en histoire. Puis à l'époque, je rêvais de devenir un professeur d'histoire. J'aurais aimé ça, enseigner mes étudiants. Et il n'y avait pas beaucoup de travail à l'époque. Mes profs à l'université étaient trop jeunes, pas de débouchés. Donc, un peu de fil en aiguille, de job d'été en travail à l'étranger. Je me suis ramassé à faire du journalisme. Historien devenu journaliste, mais là, je me suis inspiré de Albert Camus. Oh. Hein, on connaît Albert Camus, le fameux auteur qui a écrit des trucs absolument extraordinaires, prix Nobel, patati patata, homme de combat, résistance. Tant qu'à s'inspirer, allons voir un bon. Ben, tant qu'à me trouver une défaite, je suis aussi de m'en trouver une bonne. Fait qu'Albert Camus avait écrit la chose suivante, parce que lui aussi avait fait des études d'histoire et avait pivoté vers le journalisme. Il avait écrit « Le journaliste, c'est l'historien de l'aujourd'hui ». Wow! Je trouvais ça très beau, hein? C'est une belle citation. Mais c'est encore bon, c'est encore intéressant aujourd'hui. Oui, le journaliste, c'est l'historien d'aujourd'hui, c'est vrai, parce que vous racontez une histoire. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce que vous écrivez dans votre journal, moins en moins dans les journaux, parce qu'il y en a moins de moins. Puis rien nous dit qu'il va en avoir plus. Il y en a de moins en moins, mais dans peut-être 100 ans ou 50 ans, il y aura un étudiant en histoire quelque part qui va lire ça, puis qui va essayer de comprendre quel était l'esprit de Québec en l'an 2023, au moment où la ville était éventrée pour faire place aux petits chars. Les petits chars, vous savez. Qui reviennent, dans le fond, à Québec. Les petits chars qui reviennent, ils ont été là longtemps. Vous savez, l'expression, les petits chars, les gros chars. Hein, il y avait à l'époque une distinction. Vous avez votre char, qui était votre voiture. Ma Chevrolet, ma Ford Model T. Ma Chrysler. Les Chrysler. Comme disent les Français. Hein. Moi, je me souviens, il y avait un monsieur chez moi qui était un homme d'affaires assez prospère près de chez moi, qui avait deux autos, qui était une voiture de Chrysler. Et dans les années 60, la Chrysler 2 autos, quand vous ouvriez la porte, le siège était électrique. Pas une chaise électrique pour mettre terme à votre vie criminelle, mais le siège électrique se tournait vers vous. Wow. Tout ce que vous aviez à faire, c'était, déposer discrètement votre popotin sur le siège de On imagine velours. que c'était toujours brisé. Tout c'est sûr. Chrysler. Comme les premières vitres électriques qui tombaient à l'intérieur du cadre. Ah oui, ou qui montaient plus à moins 28. C'est sûr. À moins 28, regardez, ou à moins 40. Vous savez qu'il y a de ces températures en Celsius et en Fahrenheit qui sont les mêmes. 32, c'est ça? Moins 40. Moins 40. À moins 40, c'est pareil. C'est froid. C'est froid beaucoup, surtout quand la vitre électrique est tombée. D'ailleurs, ce deux autos-là était quelqu'un de connu. C'était un explorateur espagnol qui a notamment découvert la Floride. Hein? Okay, donc, c'était la Chrysler floridienne. Donc, voilà un peu. Il y avait ça, c'était le char. Ensuite, dans la mentalité... Il y avait une auto, puis après ça, 2 autos. Oh! Attention! Oh my God! Ça, c'était... Humour et calembour! Ouais, c'est comme dans l'époque où vous étiez à Capi-Rouge, hein? Quand même. Au moins 2 autos, c'est pas 3. Donc, il y avait le char. Oui. Ensuite, il y avait évidemment le petit char. Le petit char, c'était l'ancêtre de ce qui redeviendra un jour, peut-être, éventuellement à Québec, le tramway. Donc, on appelait ça les petits chars, par distinction avec les gros chars. Les gros chars, évidemment, c'était le Canadien Pacifique. C'était les voies ferrées qui passaient dans le quartier Saint-Roch et où Monseigneur Lavoie, dont on se souviendra, Monseigneur Raymond Lavoie, curé de Saint-Roch, avait fait une croisière. Fin plutôt malheureuse, mais une vie assez active. Oui, une fin un peu compliquée. Mystérieuse. Quand même, sur le fleuve. De mémoire, en tout cas, ça avait... De mémoire, perdu au large de l'île Madame, dans une embarcation avec un jeune homme. C'était un petit peu... vous savez, si on était d'autres animateurs de radio... On aurait dit autre chose, oui. On aurait pu laisser entendre des choses qu'on ne fera pas, évidemment, ici. Donc, Monseigneur Lavoie a fait une campagne incroyable pour stopper l'arrivée des gros chars dans son quartier Saint-Roch. Il s'était même couché sur les voies ferrées
OK, il y avait Et des esclandres qui avaient fait jaser. Exact, et il avait invité les gens à aller porter leurs poubelles sur les voies ferrées, les sacs à vidange, ça a pris des temps et des temps, donc Monseigneur Lavoie. Mais quand on parlait des petits chars, est-ce que c'était aussi ceux qui étaient mus par les chevaux avant? Les hippomobiles. Parce que, tu sais, le petit char était... Il y avait le charbon, il y avait... On comprend? Ça vient toute la même chose. Ça vient de nos ancêtres, les Romains, le char romain. Oui, le char, c'est quoi? C'est 2 roues, un essieu, quelque chose dessus. Évidemment, quand on est venu, les Français en Nouvelle-France sont arrivés. Au début, ils étaient à pied. Ensuite, ils ont fait venir les bœufs. Il y avait des chars à bœufs. Les plus vieux ont peut-être entendu des photos de l'île d'Orléans où les gens allaient ramasser leurs dans les champs avec des chars tirés par des bœufs. Ensuite, bien évidemment, le char. Et nous, par calque est parfait que les Québécois, Canadiens, Français, d'ici catholiques étaient coupés de la France, ben on adoptait des mots différents pour des réalités nouvelles. Donc, quand l'automobile est arrivée, on ne l'a pas appelé ni automobile ni voiture, on l'a appelé le char. Donc, le petit char, qui était ce qu'on a connu ici, qui va revenir d'ailleurs, qui perturbe un peu la vie des habitants de ce quartier. Enfin, 5 bonnes années devant vous, Gilles. Quand même, oui, à la Haute-Ville. Ben moi j'y crois que ça va être bien. Puis ceux qui pensent que ça se fera pas, faut venir voir en ville, faut venir voir sur Laurier, faut voir partout les travaux préparatoires. Là. Histoire de me rendre dans votre studio ultramoderne, il a fallu que je voie évidemment des équipes un peu partout. Mais vous savez que de toute façon, il fallait le faire parce que les conduites d'aqueduc et d'égouts qui étaient sous René Lévesque, c'est complètement fou. Plus d'un siècle. Mais non, j'ai vu ça, c'est rouillé, brisé. Je savais pas que ça avait pas été refait. C'est ça. Depuis la création de la ville de Montcalm en 1904. Quand même, OK. C'est pour ça qu'on refait tout ça. Exact. Puis la ville de Montcalm avait fait faillite parce que ça avait été tellement mal fait à l'époque qu'elle était tombée en faillite et qu'elle avait demandé l'annexion à la ville de Québec. Donc, c'est ça. Donc, le petit char, le gros char, le moyen char, on est là-dedans. Et aujourd'hui, on prend un petit moment à parler des expressions françaises. Deuxième partie. Première fois de l'histoire de mon podcast, de mon balado, qu'on fait une deuxième partie sur un sujet. Deux choses. Premièrement, il n'y a rien qui nous dit qu'il n'y aura pas une troisième partie parce qu'il y a quand même beaucoup d'expressions. Premièrement. Deuxièmement, la première portion de ces mots-là, des expressions françaises, les origines historiques, souvent étonnantes, des fois même décevantes parce que tu t'attends à quelque chose. Puis souvent au pied de la lettre, ça, j'adore ça. Quand on dit le haut du pavé, je me rappelle, ça m'a toujours marqué parce que on se dit, pour le haut du pavé, on comprend l'expression, ce que ça veut dire, mais quand on voit les pavés, qu'on voit on imagine l'eau qui ruisselle quand il pleut beaucoup, tu dis, OK, ceux qui avaient le haut du pavé, ils se faisaient moins mouiller, puis ceux qui étaient dans le côté, dans le bas côté, ils se faisaient mouiller beaucoup. Et partout, à l'époque, d'ailleurs, il faut dire que ça faisait mouiller les pieds, puis ensuite, à l'époque, il n'y avait quand même pas d'aqueduc et d'égouts pluviaux, ce qui fait qu'il n'y avait pas que de l'eau. Il y avait un mélange d'un peu. Ouais, on appelait ça les eaux usées, les eaux sales, les eaux noires, les eaux grises. En tout cas, de toute évidence, c'était des eaux brunes. Hein? les gens vivaient les pieds dans le brun. Ben là, j'ai pas besoin de faire. C'est pas une expression. C'est une expression française qui n'a même pas besoin d'être décodée. J'en profite pour dire aux gens, peut-être laisser prendre une excellente gorgée, Denis, que la première partie est toujours disponible. Denis Anger, vous faites une recherche sur gillesparent.com, origine historique, expression française ou Denis Anger, vous allez trouver ça facilement. Donc, on arrive à la deuxième partie. Ouais. Il y a une pléthore de toutes sortes de mots que vous avez regardés. Moi, ce que j'ai fait, j'ai une base de recherche, j'envoie ça à Denis, il passe ça dans son robot mental, puis après ça, il nous arrive avec ça. Donc, je te laisse aller. Dans ma machine à saucisses. On part tranquillement, pas vite avec ça. On va partir, mais avant de partir, je vais d'abord rendre hommage un peu à des préambules, à des Québécois qui ont largement contribué à l'amélioration de nos futures expressions françaises. Oui. Je vais en nommer 2. D'ailleurs, ça me fait de la peine de l'avoir quitté son rôle de co-porte-parole de Québec solidaire. Manon Massé, hein? Elle a travaillé à ça? Non, elle n'a pas travaillé à ça, mais elle a fait de nouvelles expressions qui, à mon avis, mériteraient d'être là-dedans. OK. J'en vois venir, là. C'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Ça, vraiment, c'est quelque chose. Hein? C'est quelque chose. Elle peut bien faire être en vedette dans une émission que j'aime bien, qui s'appelle « À la semaine prochaine », où elle est devenue vraiment une collaboratrice régulière. Tête de Turc. Okay. Tête de Turc. Quand l'expression tête de Turc remontant à l'époque où les Turcs avaient pris la ville de Constantinople. Ils l'avaient envahie. Donc, ils étaient, l'objet de colibets et de railleries. Donc, le Turc, il est quelqu'un d'un peu niais. Et la tête de Turc, c'est vraiment celui dont on aime rire, notamment dans les... C'est leur newfie de l'époque. Exactement.
En termes de référence. Le Newfie pour nous, ou le Frog pour les Ontariens. Et voilà. Il faut toujours être la tête de turc de quelqu'un. Voilà, voilà. Donc, elle, vraiment extraordinaire. Dommage qu'elle s'en aille. L'autre, évidemment, c'est l'incommensurable ancien entraîneur. Moi, j'ai toujours un petit peu de hockey ou de quel sport? De hockey. Okay. Hein, on se souvient de Jean Perron. Oui. Qui avait probablement appris ces expressions à l'université de Moncton. Hein. Vous saviez qu'il avait été l'entraîneur des Aigles Bleus de l'Université de Moncton, qui était une très bonne équipe de hockey, championne canadienne. Mm-hmm. Et on sait qu'à Moncton, on parle le chiac, hein, qui est un mélange d'un peu n'importe quoi, de tout dans rien. D'ailleurs, quand vous allez à Moncton, c'est pas si mal, mais il y a des endroits, par exemple, Escuminac ou Chatham, où là, on parle vraiment le chiac. Et Gilles, honnêtement... C'est dur à comprendre à ce point? C'est difficile. OK. C'est, comme dirait François Legault, c'est difficile. Hein? Difficile. Donc, il avait appris là-bas, puis il est revenu, évidemment. Je pense qu'il y prenait plaisir à la fin, mais quand il parlait qu'il y avait loin de la soupe aux lièvres, moi, là, vraiment, là... Hein? Paris ne s'est pas construit en plein jour. Non, c'est ça. Parce là, il y en a les péronismes. Ben mais quand on est rendu qu'on donne un terme à des expressions que tu as multipliées de façon populaire, ça veut dire que tu as marqué. Il faut que la langue y ait fourché quelquefois. Hein? Quelquefois. C'est ça. Il disait qu'on exagérait. C'est vrai que moi, je faisais partie des équipes et du zoo et de la jungle. À l'époque, on faisait des brainstorms, des tempêtes d'idées pour en trouver d'autres parce qu'on partait des vraies expressions pour les travailler. C'est sûr qu'on y en a mis en bouche, entre guillemets. Parce que lui, il en faisait naturellement, mais on a sorti beaucoup plus que lui. C'était très drôle. Moi, je trouvais ça très drôle. C'était à la manière de... Hein? Oui, puis on avait un imitateur de Jean Perron, fait que ça nous permettait de les passer. C'était ça. Regarde, il y avait... C'est quoi donc? Il n'y avait pas aiguille sous cloche ou des trucs comme ça. Enfin, donc, il y avait... C'est un monde qui est en plein mouvement, puis probablement qu'encore aujourd'hui, on pourrait demander à notre ami ChatGPT de nous en faire. Il en ferait probablement. C'est drôle parce que quand on a fait le premier podcast, ça fait peut-être un an. À l'automne dernier, je me souviens, on était venu, il y avait de la neige. OK, donc, ça fait peut-être une année et beaucoup de réactions de gens qui ont dit « Mon Dieu, que c'est drôle parce qu'on les utilise, on sait ce que ça veut dire comme sens, mais d'où ça vient? Oh! » Là, il y a maille à partir. Ah ben oui! Ben ce serait un départ. Maille à partir, hein? Maille à partir. Maille, ça ne serait pas au tricot, la maille? Le maillage? Ouais, ou le e-mail. C'est quoi votre e-mail? Non, pas du tout. Le e-mail, à l'époque, on aurait été précurseur. Ça aurait été pas mal, il aurait été petit. Non, c'est pas ni la cote de maille, ni le maillet, c'est une pièce de monnaie, la plus petite pièce de monnaie qui existait, qui était l'équivalent d'un demi-sou. Imaginez le demi-sou. Nous, ici, on a enlevé quoi? On a enlevé le sou, la scène noire, on a enlevé le 5, le 10 s'en va, on avait de même plus avoir de 25. Donc, à l'époque, il y avait cette très petite pièce qui était, évidemment, difficile. La valeur La valeur, c'était rien, là. C'était comme c'était même pas 4,30 sous pour une pièce. C'était moins que ça. Donc, ça veut dire qu'avoir maille à partir, c'est-à-dire se battre pour des niaiseries. OK. La maille étant c'est une insignifiance. Donc, avoir maille à partir d'une insignifiance, vous avec votre voisin, pas un chutang de clôture, vous tirez la neige sur son terrain. Donc, on a mis de côté le côté monétaire, dans le fond, parce qu'au départ, c'est un pécule. Mais... L'argent est devenu insignifiance. Donc, on se bat, avoir maille à partir, donc on se bat sur quelque chose. Montant, il y a un sens lié au fait que c'est un montant tellement petit que c'est insignifiant, donc en transposant ça. C'est-à-dire qu'en principe, on ne devrait pas se battre là-dessus. Mais la maille étant l'origine de tous les mots, voilà, la maille à partir. Autre expression. Ah ben, Moses, je me suis fait passer un lapin. Les Français ne disent pas passer un lapin. Hein, vous savez, ils sont... On va dire poser, tu dis? Poser le lapin. Ah, vous avez fait poser un lapin. Ça vient d'où, ça? Ouais. Poser un lapin. Est-ce que ça a rapport à l'animal? Ça passer un lapin, oui. Les gens ici connaissent. Hey, je me suis fait passer un lapin. On ne disait pas un sapin, des fois? C'est la même chose que se faire passer un sapin? Je pense que le lapin, ça fait la même affaire. Le lapin est en dessous du sapin. Oui, c'est ça. Mais dans un cas, puis comme dans l'autre, c'est pas agréable de se faire passer un sapin. Pas vraiment, non. Ou se faire passer un lapin. Poser, les Français, le mot vient du terme « Madame pose »,« Monsieur pose ». OK, poser, OK. Avoir de l'élégance, poser. Donc, vous étiez comme ça. Vous posiez de manière à ce qu'on vous
souhaite, on vous attend. Donc, le verbe poser à l'époque, au 19e siècle, c'était se faire attendre. Madame pose, monsieur pose. Non seulement pour le peintre qui va faire sa peinture, qui va illustrer ce portrait, il va en faire un legs. Est-ce que prendre une pause est un dérivé? Pause, exactement. Prendre la pause, c'est vraiment, vous ne bougez pas. Donc, l'idée, de manière dérivée, c'est on se fait attendre, je ne bouge pas. Donc, madame, monsieur, pause. Le fameux lapin. D'où vient le lapin aussi? Oui, là, vous savez, les Français, on va le voir dans les prochaines minutes, ils ont toujours des attirances assez particulières, non seulement pour les choses d'église, où une église est parfois ridiculisée, passez-moi l'expression, et pour les choses liées aux affaires du sexe. Hein? Il y a tout le temps un petit intérêt, vous savez... double sens ou triple sens. Même ici. Vous savez qu'à l'époque où les tavernes étaient très... en parlant de taverne, on salue Michel Côté, hein, Brou. Eh mon Dieu, oui. À l'époque où les tavernes, et même dans Brou, il y a de l'allusion qui n'est pas toujours particulièrement... qui n'a pas besoin de longs travaux universitaires pour savoir... Pour comprendre qu'est-ce qu'on a. Oui. Les fondements de la vie. Donc, un lapin, qu'est-ce que c'était à l'époque, un lapin? C'est un mot qui était utilisé par les jeunes femmes françaises qui pratiquaient le deuxième plus vieux métier du monde. Hein? Vous savez qu'on dit de la prostitution que c'est le deuxième plus vieux métier, le premier étant le métier de boulanger. Faire le pain, c'est sûr que se remplir l'estomac avant d'aller semer à profusion, ça va. C'est pas fou. Donc, l'expression qu'elles avaient lorsqu'un client venait, quoi de dire... faire un tour. Faut continuer la phrase. Quand on arrête, mon cher Denis, on met l'exclamation, là. Point de suspension, exclamation, point d'interrogation. Hein? Lorsqu'un client venait visiter et faisait un dépôt, normalement, il devait y avoir un dépôt pécunier qui devait suivre. On devait payer pour les services. Double dépôt, c'est ça. Un au littéral et figuré. Et lorsque le client fuyait sans payer, on appelait ça un lapin. Je me suis fait passer un lapin, M. Tremblay est venu, puis il ne m'a pas payé, il m'a passé un lapin. D'où l'expression « poser un lapin » ou « passer un lapin ». Dans le genre, bien évidemment, c'est en français québécois, on dirait se faire fourrer un petit peu, se faire passer un lapin, c'est-à-dire se faire littéralement escroquer. Tu ne seras pas dédommagé, tu Exactement. Exactement. D'où l'expression « poser » ou « passer un lapin ». Et par déformation, parce que les Québécois, ils ont tendance des fois à déformer, à prendre le mot français, lui donner quelque chose qui ressemble. Le lapin devient un sapin. Exactement. C'est le même sens, à peu près. Le L devient un S. Quand même. Finalement, je pense que le fond de l'histoire est le même. Je ne sais pas si dans les maisons malfamées de Québec au 19e siècle, et Dieu sait comme il y en avait beaucoup à Québec. Beaucoup. Il y avait des militaires. Il y avait 4000 militaires qui étaient bien payés, qui étaient anglais puis qui étaient loin de leurs fiancés. Il y avait 1500 bateaux qui arrivaient avec 150... Beaucoup de 2, 3, 4, 5 000 marins qui arrivaient, qui s'en pouvaient plus. Là, la flotte du bois, il était prêt à tout. Il était prêt à poser un lapin. Oui, mais je pense qu'il y avait une bonne solde. Je pense qu'il payait bien. Puis il y avait aussi nos bons employés du gouvernement fédéral. Québec était la capitale d'un État qui s'appelait le Canada uni. Ontario, Québec, une seule province. La province du Canada uni entre 1840 et 1867. Puis il venait à Québec tous les 4 ans, s'installer ici, notamment au parc Montmorency. Il y avait le Parlement qui était là, mais il était 3-4 000 pour beaucoup des gens de Toronto qui laissaient leurs femmes, leurs enfants à Toronto. Ils s'en venaient dans le Gay Québec. Pour ne pas s'ennuyer. Exactement. Donc, il y avait de l'activité. Oui, le quartier du Vieux-Port est un quartier plein de ressources. Hein? Et voilà. Donc, le Vieux-Port PORC par moment. Mais on ne le dira pas. Oui, avec un PORK. Un pork. Hein? Yes. Prochaine expression. Allons voir un peu. Ah oui. J'ai fait avoir les 2 doigts dans le nez. J'ai gagné les doigts dans le nez. Facilement, on pense, c'est ça? Là? Ben, c'est ça. À l'époque, les Nordiques qui étaient bons, ils gagnaient les doigts dans le nez. Ils ont
comment dire, ils ont été plus souvent perdants les yeux dans la graisse de bine que gagnants les doigts dans le nez. Mais ça vient, ça, d'une expression qui était à Longchamp. Vous connaissez Longchamp, Gilles, vous qui les sacs Longchamp, je connais les sacs Longchamp. Font référence à un lieu qui s'appelle Longchamp, qui est le club hippique de Paris. Ah oui, les chevaux. C'est ça. Très chic, très classe. Vous allez à Longchamp, là, sortez votre bibi et mettez-vous de la classe un petit peu donc à Longchamp. Il y avait les jockeys, le Jockey Club. Moi, ça me fait toujours, comment dire, friser les orteils quand je vois les Français multiplier le Jockey Club. Enfin, alors qu'il y a des mots français. Le Karting Club, enfin bref et tout. Là. Mais c'est pire que jamais. Je sais pas si tu étais allé à Paris récemment, c'est fou. Là. Et c'est de mal en Et c'est de mal en pire, comme dirait l'autre. Hein? Mais c'est une expression qui date du début du 20e siècle. Okay. On gagnait, le jockey est arrivé... Le nez, c'est le nez du cheval? Non, c'est le nez du jockey. Il allait tellement vite, il était tellement en avant que dans le dernier droit, et je me souviens plus comment il s'appelait, le type... Exactement, il se mettait les doigts dans le nez de manière à... Je gagnais facilement. C'est facile. J'ai même pas eu besoin de me servir de ma main pour prendre ma cravache et de cravacher mon étalon parce que j'avais de l'avance. Et l'expression s'est largement répandue. C'est pas particulièrement élégant, là, comme j'étais à la petite école, la maîtresse du Buc disait « Mettez-vous pas les doigts dans le nez », mais je pense que ça n'avait rien à voir avec le jockey. Mais les doigts dans le nez, ça veut dire ça se fait tellement facilement que j'ai même pas fait d'effort. On l'a eu, les doigts dans le nez. OK, parfait. Maintenant... Parlant de... Le corps est souvent en vedette, là. On reste dans le corps humain, là. Et les orifices du corps. Ça va très bien. On évoquait tantôt les Français. Un autre petit trou, là? Il y a un petit trou, par où passait l'ombilic. Ombilic, c'est un beau mot, hein? O-M-B-I-L-I-C. Le nombril. Le nombril avec le cordon ombilical. Hein? Oui. Et évidemment, l'expression, c'est se regarder le nombril. On ne peut pas se regarder le nombril. Se regarde le nombril. Ben, ça dépend de quel âge vous avez. Il vient un moment où vous êtes un peu plus... quand l'arthrose vous prend, ben, vous regardez le nombril. Ou quand vous avez pris de l'expansion abdominale, hein, vous savez, le nombril est peut-être moins évident. Le pénis peut être caché par le nombril. Rien, c'est ça. Le fondement de la société n'est plus là. Donc, se regarder le nombril, c'est évidemment, c'est se contempler. C'est ne penser qu'à soi. C'est oublier qu'on vit en société, autour des autres. On pratique... On a une société qui est très nombriliste maintenant, très indépendante. On appelle le nombrilisme, le moi maintenant. Me, myself, and I. Donc, se regarder le nombril, évidemment, ça vient d'une réalité physique, le nombril qui est au milieu de l'abdomen. Puis si on le regarde, on ne regarde pas autour, mais l'interprétation que l'on en fait, c'est évidemment ça. Ça fait quelqu'un qui est égoïste, qui est tourné essentiellement vers lui-même et qui n'a aucune espèce de considération pour les gens qui l'entourent. C'est pas vraiment une belle habitude que d'être quelqu'un qui se regarde le nombril. Si vous faites ça trop longtemps, vous allez finir pas mal tout seul. Oui, absolument. Maintenant, de l'être humain, on passe aux animaux. Un animal de la nature. Ben oui, on parle Mon aussi... ami Ben, quand on était jeune, l'ours, le fameux ours brun. Comment ça s'appelait donc? Pépino et Capucine. Il y avait Monsieur Blanc. Il y avait on fait notre âge, là. Ah oui. C'est correct, ça. Oui, mais on a connu ça. Bobino, Pépino, c'était les émissions. Pépino, Capucine, il y avait Monsieur Blanc, il y avait le Pampan qui était le méchant, et il y avait évidemment l'ours. On dit de quelqu'un qui est un peu gras, un peu mal engueulé, le poil de travers. Rustre un peu? Un peu rustre, que c'est quelqu'un qui est un ours mal léché. Hein? OK, un ours mal léché. Exact. Moi, j'ai un ami qui est aux Îles-de-la-Madeleine, qu'on peut dire qu'il est un ours mal léché. Costaud, super sympathique, mais il vit dans sa bulle, il vit dans son univers. L'apparence compte moins, c'est ça? Il fait ses affaires. C'est ça, il fait ses trucs, dérange pas. Il n'y a pas une conversation infinie avec les gens qu'il ne connaît pas. Un peu bougon. Et ça vient, évidemment... il est un ours mal léché. C'est un ours. En partant, c'est un ours. C'est habituellement quelqu'un qui est carré, costaud. Et qui est doum-doum, gros arbre. C'est pas la définition du raffinement, mettons. Non, c'est pas un méchant yard. Non, c'est pas méchant comme tel, mais c'est juste un petit peu un peu de laisser aller, peut-être un peu rusto. Ouais. Le mot rusto va bien. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'ours est le symbole de la Russie. On voit ce qu'ils font par les temps qui courent. Vous savez que l'incarnation de la Russie, c'est l'ours. Mais l'expression, c'est un ours mal léché. C'est une expression qui vient... oui, c'est le léchage que je cherche là-dedans. Exact. Pas le lynchage, mais bien le léchage. L'ours, c'est la mère, c'est le bébé ours? Exactement, la maman ours. Dans la naissance du ours, on se met dans la caverne, le bébé ours apparaît.
Dans les faits, la maman ours qui s'occupe beaucoup de ses enfants, d'ailleurs, c'est assez joli, un petit ourson avec la maman. Beau, très beau. La première chose qu'elle fait après avoir mis bas, comme on dit à l'expression, c'est de bien lécher le pauvre petit ourson pour qu'il soit bien propre. Donc, un ours, normalement, qui a une mère sympathique, qui va, selon les règles de l'art... Il va être bien léché. Elle va être bien le lécher. Il va être bien léché. On dit d'ailleurs d'un produit qui est bien léché. C'est Donc, un ours mal léché, ça fait référence à ces ours. La mère est partie pas contente, elle est partie avec l'ours. Il reste de la saleté sur lui. Exactement. Il est plein encore de ce. Mais on comprend texture. Bien, par exemple. Là. Ah ben oui. C'est logique. Mal léché, ça s'applique à quelqu'un qui ne pense pas être autre chose qu'un homme. J'ai rarement entendu parler de cette expression-là pour une femme. Oursonne mal léché. Non. Mais c'est ça, un ours mal léché. C'est quelqu'un qui est rustre, qui est grossier, qui n'est pas selon les règles de l'art. On est content que tu sois en podcast pour mettre ton grain de sel. Ah, ma foi, et Dieu sait comme on aimait beaucoup. Hein? Oui. Eh bien, ça vient loin, ça. Hein? Le sel, le sel a toujours de tout temps, le sel. De tout temps, ça a toujours été une richesse extraordinaire. Le sel... pour la conservation, entre autres. Exactement. Pour les viandes, hein, tu en as parlé souvent dans les chroniques. On remonte en Mésopotamie. Hein, on fait quoi, là? Il fait 54 degrés Celsius entre le Tigre et l'Euphrate. Donc... c'était quoi l'expression? Donc, quand le tigre rugit, l'Euphrate. C'est ça la manière dont j'avais trouvé, moi, pour me rappeler que les deux rivières de la Mésopotamie, c'était le Tigre et l'Euphrate. Ça se trouve aujourd'hui dans cette pauvre communauté irakienne. Hein, oui, quand même. Et à cette époque-là, on veut conserver la viande. Évidemment, eux, ils mangent du mouton, donc ils veulent le garder. Dans les moyens de conservation, bien évidemment, il y a le manger rapidement, ce qui est bon. On peut le fumer, ce qui est bon. Mais ce qu'on fait surtout, on va le saler. Donc, chez les Romains, la manière dont on conserve les aliments à long terme, c'est on met du sel et ça vient donc cum grano salis. Ça, c'est mon latin de secondaire 2, petit séminaire de Québec. Et ça veut dire avec un grain de sel. Donc, ça veut dire on apporte toujours, mettre son grain de sel, c'est-à-dire apporter toujours un élément nouveau à une conversation. Une contribution nouvelle. À une conversation. Je contribue à une action. Je mets mon grain de sel. Et habituellement, c'est plutôt positif comme intervention. Oui, absolument. Hein? Sinon, ça serait son grain de poivre. Donc, le grain de sel, c'est une contribution qui est active, hein, qui est pas nécessairement sollicitée. Il y a une conversation, puis au fait... Tu viens ajouter... Non. T'embarques dedans. Tu sais, quand tu dis j'embarque dans la conversation, j'ajoute mon grain de sel. Les gens se demandent, hey, au fait, j'ai le parent, c'était qui le gars qui co-animait avec lui? Ben, là, il y a quelqu'un qui l'extrait, il va dire, ah, ben oui, mais ça, c'était lui. À l'époque du Morin, Brouillard. Enfin, bref, il y en a eu tellement des gens de qualité qui vous ont entouré. Donc, c'est ça. Mettre son grain de sel, c'est d'arriver un peu subrepticement. Beau mot, hein? Subrepticement. Apporter un élément à une conversation, une action qui va la faire avancer. On arrive, évidemment, on parlait d'êtres humains, d'animaux, on parle aussi de nourriture, repas. Là, on est rendu dans la nourriture. On est rendu dans l'œsophage. Hein? On parlait tantôt de notre ami Jean Ferron qui disait qu'il y avait loin de la soupe aux lièvres. Hein? On est dans la soupe, là? Oui, la soupe. Non, mais quelqu'un qui est mauvais caractère. Là, il va être soupe au lait. Exactement. Il va sauter sa coche rapidement. Sauter sa coche, là, c'est une version québécoise de soupe au lait. Donc, il va être soupe au lait. Mais pourquoi? Soupe au lait, voyons donc. Soupe au lait, c'est pas quelque chose qui est bien répandu. Je me souviens pas d'avoir... Ça a l'air vieux comme expression. Ça a l'air vieux, exactement. Ça date d'à peu près 2 siècles. Ça vient d'une expression qui disait « monter comme une soupe au lait ». Donc, j'ai fait une expérience avant de venir. J'ai pris un chaudron, j'ai mis du lait, puis je l'ai laissé chauffer. Puis ça a monté. Et vous savez ce que ça fait? Du lait, quand on l'oublie sur un feu chaud, fait un moyen chiard. Oui. Hein? Passez-moi l'expression. Puis nettoyer ça, souvent, c'est le chaudron vidange. C'est le chaudron vidange. Puis évidemment, aujourd'hui, avec, vous savez, les surfaces de cuisson, là, la surface de cuisson en céramique. L'ennemi premier de la surface de cuisson en céramique, c'est quoi? C'est le lait qui monte dans le chaudron. Et donc, l'expression soupe au lait, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Quelqu'un qui est soupe au lait, c'est quelqu'un qui monte trop vite. Qui bouille. Qui s'emboue. OK, donc le lait qui bouille rapidement, un coup qui est chaud. Non seulement il boue, mais en plus, il déborde. Hein? Ouais. OK. Il boue, il déborde, puis il fait un chiard autour de lui. Donc, il fait le bordel autour de lui. C'est dangereux au sens propre, mais au figuré, exactement. Ça monte, ça bouille, puis ça déborde. C'est ça. Donc, le caractère. C'est quelqu'un qui a une humeur qui est imprévisible, qui change. Pas les nerfs, comme on dit. Exactement. Qui saute sa coche. Hein? Voilà, la soupe au lait.
C'est ça. Fait que, On part du lait puis on reste dans la nourriture? ben oui, tant qu'à y être. Qu'est-ce qui est bon avec une tarte aux pommes, verre de lait, tarte aux pommes? Ben là, on dit Les pommes. tomber dans les pommes. Hein? Ça, c'est une expression. Il est tombé dans les pommes. Il est tombé dans les pommes. C'est-à-dire qu'il a perdu connaissance. Hein. Oui, C'est complètement... oui. Il était, Il s'est fait frapper par en arrière, puis il est tombé dans les Exactement. pommes. Je suis tombé dans les Exactement. pommes, je suis tombé à terre, puis j'ai. Bon. Ouais. Là, comme dans bien des expressions, il y a des origines qui sont multiples. Ça peut être... On choisit? Ouais, on choisit. Regarde, prenez l'une ou l'autre, là. Dans l'ancien François et de l'ancien temps, quand le roi François était roi de France, on parlait différemment. Donc, il y avait, par exemple, un terme qui était « je suis en parme »,« je suis parmé ». OK. Parmé avec un accent circonflexe. Prononcé un peu comme pomme. Donc, tomber en parme, c'était tomber... Le mot pamoison vient de là. Vous savez, OK, pamoison. tombé dans les pommes, autrement dit. Exactement. Donc, je me suis parmé. Qui n'a rien à voir avec la pomme. Ça n'a rien à voir avec la pomme, le fruit défendu que la belle Ève a fait croquer à ce pauvre Adam parce qu'elle avait été convaincue par le serpent. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tomber en pamoison, c'est s'évanouir. Donc, tomber dans les pommes, ça serait un peu la même origine. Mais il y a aussi une autre origine qui date, elle, plus tard. C'est Georges Sand. Georges Sand était une grande écrivaine française. Avec un nom masculin qui a amené bien des gens à dire « Ah oui, je connais ce gars-là. » C'est un bon Là, ton prof disait « OK, Georges. parce que tu as mal étudié. » là. Ouais, mais vous saviez, là, si on était en Floride, ça serait un peu compliqué parce que vous savez qu'en Floride, il y a des lois maintenant, on ne peut pas parler d'homosexualité. Or, Georges Sand aurait pu être considéré comme un transgenre alors que c'était une femme. Et elle était l'amante de Frédéric Chopin quand même, le pianiste. Hein, donc, elle, dans un de ses livres, dans une de ses lettres, elle parle de qu'elle était dans les pommes cuites. Elle était tombée sans connaissance, elle était tombée dans les pommes cuites. Vous savez, une pomme cuite, c'est un petit peu... Oui. C'est un peu ramolli. Donc, Beaucoup. elle était tellement ramollie qu'elle en avait parlé conscience. Et ce serait l'une des autres origines de l'expression « tomber dans les pommes ». Entre vous et moi, j'aime mieux la première. Oui. Pamoison, parmé. Dans les pommes. Ah oui, je suis tombé Moi aussi, je suis d'accord. Je suis tombé dans les pommes. Changeons de fruits. Ah, ben oui. De la pomme, on passe au citron. C'est sûr, de la pomoculture, hein, ça m'a toujours un peu... non, on dit pommiculture, hein, alors que ça devait, moi, dans mon sens, je trouvais que c'était pommeau qui aurait dû aller, mais ça n'a rien à voir. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Le pommeau de le pommeau de la dégelé. selle. Ah ben là, c'est pas le pommeau le plus dégelé de la boîte, comme aurait dit la distinguée députée. C'est drôle, tu peux dire, te faire passer tantôt on disait sapin, un citron, ouais. mais tu peux presser comme un citron. Exactement. Ça, c'est autre chose. On est là. Tu peux te faire passer un citron. Ça, c'est québécois. Oui. Ça n'existe pas en France. On fait passer un citron, c'est souvent un objet de mauvaise qualité qui est vendu à bon prix. Hein, vous avez acheté une voiture usagée, vous êtes fier. Il y a côté, quand tu croques d'un citron, c'est « Ah non, je me suis fait avoir ». Exactement. C'est pas laid de l'extérieur, ça a l'air rafraîchissant, mais mordre dedans, ça vous fait un petit frisson le long de la Mais le sens qu'on connaît de presser le citron, c'est pas ça. Non, c'est vraiment un sens. Évidemment, le citron, on en fait quoi? De toute époque, on en fait surtout un liquide rafraîchissant. Quand il fait 34 à Québec, une limonade, c'est bon. Hein? Oui, avec un peu de glaçon. C'est glaçon, limonade, un petit peu de sucre ou de sucaré. Enfin bref, quelque chose qui va donner un sirop d'érable. Pas vraiment, j'ai jamais essayé la limonade au sirop d'érable. Mais donc, on va prendre le citron et on fait quoi? On a même inventé le limonadier. Hein? Puis on a inventé un presse-citron. On prend le citron et on le presse. Hein? On va chercher le maximum. On enlève tout ce qui est bon là-dedans. Tout ce qui veut. C'est vrai qu'on enlève. Fait que dans le fond, on voit le pressé citron qui arrive là. Et tout ce qui reste, c'est l'écorce. Hein, on a zesté, écorcé, pressé. Donc, l'idée de presser le citron. Qu'on va mettre dans notre sac mauve en 2023. Ah, ben oui. Parce qu'on récupère maintenant les déchets. J'ai reçu la boîte. Hein, tu vas être un nouveau citoyen modèle. Ah, ben oui, regardez ça. Ben, j'étais épaté. Il paraît que le sac mauve. Va dans les déchets, oui. Oui, puis dans le gros écrapotisseur, il ne sera pas écrapouti. Il ne sera pas écrapouti. C'est assez étonnant. On n'arrête pas le progrès. Et oui. Donc, l'écorce de citron que l'on avait l'habitude de jeter dans les ordures terminées à l'incinérateur sera peut-être éventuellement récupérée. Donc, l'expression « presser le citron ». Aller chercher le maximum. Exactement. C'est un patron qui va presser le citron de ses employés, qui va les faire travailler à chercher tout le jus qu'ils peuvent donner. Exactement. Puis une fois que le jus est sorti, c'est même pas le sac mauve, ça va être le bac brun. Donc, c'est ça. C'est impitoyable, ça. Il est pressé comme un citron. On revient aux animaux. Le canard. Un froid de canard. Un froid de canard. Ben là...
Le froid de canard, c'est sûr que c'est des Français, qui ont une expression française. Donc, ça vient de la pour eux chasse, autres, peut-être, c'est ça? Exactement. Le canard, on le chasse habituellement à l'automne. On le chasse à Sous une la période pluie, froide, souvent, sous le la vent. pluie, l'automne, venteux. Moi, j'ai grandi à Neuville et à l'époque, encore aujourd'hui, tu arrives à l'automne, tu entends boum, boum, boum le matin parce que c'est le début de la chasse au canard. Oui. Et mon père m'y amenait. En bord du fleuve, c'est ça? Exactement. Ben oui. Ciel, Gilles, que j'aiguisais ça. Mais surtout que les chasseurs aussi doivent rester mobiles. Exactement. Les canards ont peur. Fait que là, tu mets tes aplants, donc une espèce de faux canard. Tu es dans une espèce de petite chaloupe dinghy cache. La moitié dans l'eau humide totalement. Exactement. Dans le fond de ça, à attendre des heures et des heures, tu deviens transi, là, complètement gelé comme une bille. Et donc, c'est un froid de canard. Tu sais, le Français, avant de venir au Canada puis de connaître le moins 40 qu'on évoquait tantôt, pour lui, le froid extrême, c'est le froid de canard. D'où l'expression, il fait un froid de canard. Donc, un froid qui correspond à la période de la chasse où on se les fait geler. Parce qu'on ne peut pas bouger, sinon le canard ne sera présenté. C'est ça, il ne viendra pas. Donc, et tout ça pour passer une journée... Avoir le trouble ensuite de prendre le canard, de plumer le canard, d'éviscérer le canard, de servir le canard cuit. Et une fois cuit, il n'y a pas la moitié du volume qu'il avait avant. Grande déception dans ma vie, ça. Le canard, il fond. Hein, il est assez gras. Et anecdote d'ailleurs, okay, pour vous et pour les amis de parents et amis. J'ai un bon ami qui s'appelle Michel David. Michel David est un très bon journaliste. Ben oui, au Devoir. Un chroniqueur au Devoir. Absolument, je l'adore. Je l'entends beaucoup au téléjournal. Exactement. Quand il vient faire il est souvent son analyse. Je l'adore. Brillant, gars fin, et on a commencé notre carrière au soleil ensemble. Okay. On était les deux copains. Voyez-vous encore à l'occasion? On se voit encore à l'occasion. Okay. Je l'ai vu à Montréal il n'y a pas longtemps. Et la première fois où je l'ai invité, et lui, il vient d'une grande famille. La famille David, son père était le grand patron de Radio-Canada, le docteur David, Françoise David, c'est sa cousin, les David. OK. Fait que moi, je décide de l'inviter chez moi il y a longtemps, bien longtemps, et je décide de faire bien. Fait que j'ai dit, je vais lui faire un canard à l'orange. À l'époque, il fréquentait la fille d'un général britannique qui demeurait à Aberdeen, en Écosse. Donc, j'ai dit, je fais la totale, le canard, je m'en vais acheter le livre de Paul Martin, je prépare le canard comme Thomas, très content, il arrive à la maison, apéro, tout va bien. Et lorsque le moment vient de servir le repas principal, je réalise que mon canard, qui était gros quand je l'ai acheté, était rendu microscopique. Donc, lui et sa copine Anne ont mangé tout le canard, et moi et ma blonde du temps, on a mangé pas mal de patates pilées, puis des carottes. Donc, c'était le canard. Le canard. Bon, maintenant, tu parlais d'expressions qui pouvaient flirter avec le grossier. Puis c'est une chose qu'on entend souvent. Là, il faut s'entendre, on va arrêter d'enculer des mouches. Exactement. C'est une expression quand même... Est-ce que c'est une expression qui remonte même à la France? Oui, c'est français. OK, c'est pas... Parce qu'on serait porté à penser que vu que c'est vulgaire, c'est québécois, non. Non, les Français, dans la vulgarité, ils sont très bons. Ah, ouais, alors, on peut enculer des mots aussi. Alors, on encule des mots. Évidemment, le mot dit tout. Hein. Une mouche, il suffit de voir comment c'est gros. Puis si on veut... Si on veut réussir à s'y introduire. C'est clair, un enculeur de mouche, c'est vraiment quelqu'un qui est un enquiquineur. Hein. C'est quelqu'un qui va... perdre un temps fou avec des détails insignifiants. C'est vraiment... Bon, comme... je ne sais pas quoi vous dire. Il appelle ça... Il y a un mot dans la langue qu'il appelle la pérulance, c'est-à-dire quelqu'un qui poursuit pour poursuivre. C'est un enculeur de mots. Si vous voulez être plus raffiné, parce que le mot enculé fait évidemment allusion à ça, on peut dire aussi c'est quelqu'un qui pousse le bouchon. Les Français disent « ça pousse le bouchon ». Alors, mais en pas trop, hein, c'est trop. Je ne sais pas si on peut... il semble que c'est moins clair. Parce que là, j'imagine bouchon, la mouche, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Si il va trop fort, ça va boucher. C'est sûr. Sans aucun doute. OK. Ne bouchons plus. Hein? Changeons de sujet et filons à l'anglaise. Ah ben oui, ça c'est bien. Hein, on file à l'anglaise. Vous savez que l'anglais, évidemment, pour un Français, c'est l'ennemi millénaire. Hein? Les Anglais, la guerre de 100 ans, les Anglais ont brûlé Jeanne d'Arc, qui a occupé la France, il a fallu se battre. Et donc, il y a pas une péjoration, mais un peu entre les deux. D'ailleurs, il y a plein d'expressions où on prend le mot anglais, français. Par exemple, vous avez un truc en musique qui s'appelle the French horn. Hein? Oui. Le corps anglais. Le French horn devient le corps anglais. C'est pas tout à fait le même instrument, mais la même chose. Vous avez aussi l'expression
une capote anglaise qui est restée dans l'univers des mouches. Oui, quand même. La capote anglaise, on sait ce que c'est. Ici, on ne disait pas capote. Là. On disait une capote tout court. Pas capote anglaise, mais les Anglais, évidemment, on leur apportait cette savante, avancée scientifique. Et d'ailleurs, vous savez comment les Anglais appellent une capote anglaise? Non. French rubber. Rubber? Rubber, Rubber, caoutchouc. caoutchouc. French rubber, donc la capote anglaise et le French, encore la même chose. Et vous avez l'expression take a French leave qui se traduit par filer à l'anglaise. Tiens. Ah, mon Dieu, je savais pas. Là, on est loin quand même. Ben oui, c'est le même sens. Hein? C'est le même sens. Take a French leave en anglais, là, ça veut dire quelqu'un qui sauve. Hein? Puis c'est French, donc je comprends. Avec ton l'exemple, c'est ça. Très Donc, bon. souvent, on alterne français-anglais et habituellement, le mot que l'on associe à la langue de l'autre. On nationalise l'expression dans Exactement. le fond. Puis on se donne la valeur, puis eux autres moins. Donc, filer à l'anglaise, take a French leave. C'est intéressant. Et c'est aussi une autre explication. C'est jadis, un créancier, c'est quelqu'un à qui on doit de l'argent. On appelait ça dans l'ancien temps un anglois, un anglais. Je ne sais pas trop pourquoi. Les Anglais ont été les premiers à développer l'art de la banque, bien avant les Français. Okay. Donc le financier. Les créanciers sont souvent des anglophones. Et lorsque le créancier se pointait, on pouvait peut-être éventuellement filer à l'anglaise, se sauver du créancier. Mais j'aime mieux la première expression, qui est le calque de l'anglais, to take a French leave. Quand on est relax, quand on a une fin de semaine, on aime faire la grasse matinée. Ça, Gilles, c'est extraordinaire. Moi, c'est quelque chose qui me manque. Hein? Là, en journalisme, au début, quand tu faisais la grasse matinée, ça n'existait pas beaucoup. Non. La grasse matinée, ça remonte à l'époque où on était adolescents, jeunes. Oui. On arrivait le samedi, on pouvait dormir jusqu'à midi, une heure. Hein? Prenait un bol de céréales, puis on repartait à 4 heures de l'après-midi. Exactement. Puis on allait évidemment fermer le Jack and Jill à 4 heures du matin. Après avoir, on était passé par le Brandy, on était passé par l'Express de minuit et les autres. Écumer la Grande Allée, hein, comme on disait à l'époque. Écumer, ça veut l'expression vient écumer, ça revient au lait un peu, on enlève la mousse sur le dessus. Donc, quand on écumait la Grande Allée, on ramassait le meilleur. Pas nécessairement. Et le lendemain, on se levait tard. On se levait tard parce qu'on avait les moyens. Donc, on faisait la grasse matinée, pas parce qu'on avait bu gras ou mangé gras, mais parce que gras, bien évidemment, le mot le dit, c'est assez épais. Hein? Gras, épais. La grasse matinée, c'est la matinée épaisse. Donc, on a plus de sommeil plus longtemps. Donc, on fait la grasse matinée. Donc, on se vaut. Prélasse, on se vaut, on reste dans le lit, on étire. Et on regarde l'autre côté et on se dit, ah, c'est samedi, oui. Hein? Il y avait, moi, le meilleur souvenir, c'était les congés fériés. Hein? On avait une vie assez organisée. Lundi, vendredi, on travaillait tous les jours. Le matin, on se levait. On n'aimait pas le dimanche soir parce que ça annonçait l'école le lendemain et autres. Et là, on arrivait comme la semaine dernière, la fête à l'époque, c'était qui? Donc, c'était la fête de Dollars, la reine Victoria. Là. Il y avait plein de trucs. Là. Et on était très heureux de dire, il faut que je me réveille. Je dis, non, c'est vrai, c'est congé. On peut faire quoi? Grâce. Comme quand tu avais une tempête annoncée, on ouvrait la radio à CHRC, 6h15, les écoles sont fermées. José Mathieu nous disait, restez couchés. Ah oui, c'est ça, la commission scolaire de la capitale. D'ailleurs, qui était à l'époque, c'était la commission scolaire catholique de la capitale. Même pas, de Québec. Commission des écoles catholiques de Québec. C'était le bonheur, ça. Donc, c'était un grand film, la prochaine expression. Ah oui, Gone with the wind, autant en emporte le vent. Mais c'est une expression. C'est une belle expression qui remonte à longtemps. C'est une expression qui date, on la trouve déjà au Moyen-Âge, au 13e siècle, 14e siècle. Il y en a qui ont traversé les époques sans changer de sens, mais il y en a qui ont bougé dans le sens. Oui. Mais celle-ci, est-ce qu'elle est restée le même sens? Emporte le vent. C'est un peu le tempus fugit des Romains. Le temps fuit, le temps s'envole. Donc, ça donne une dimension. Ça raconte que la fugacité des choses, la fragilité de l'être humain, le caractère, très éphémère de ce que l'on est, de ce que l'on vit. Je vais citer probablement le Bossuet, par exemple. Sit transi gloria mundi. Ainsi s'envole toute la gloire du monde. Donc, ça doit être très vieux comme expression. Oui, 13e siècle. Ça vient du latin, c'est
très, très vieux. Et on trouve même l'allusion à ça dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est vraiment déjà là. Tu sais, c'est quelque chose... c'est repris un peu, d'ailleurs, par... vous savez, Larousse, aussi, qui emporte le vent. Là, oui. Là, c'est une espèce de pissenlit soufflé et qui étend la connaissance. Mais ça, autant en emporte le vent, c'est vraiment le caractère très fugace de l'existence. On en reparlera un de ces quatre. Ah, ma foi. Un de ces quatre. Ouais. C'est comme... comment il s'appelait, donc, notre bon député ministre qui se repointe, Sam Hamad. Hein? Ouais. Vous vous souvenez de ça? Oui. C'est pas la troisième roue du carrosse, là, non? C'est quoi la quatrième bouton à 3 trous? Ou les 4 trous du bouton à 2 trous? Je me souviens plus. C'était quelque chose comme ça. C'est ça. Il s'était un peu barré les pieds, puis c'était pas dans son équipement de golf. Donc, tu sais, c'est à 4 pas, ça prend 4 minutes, pas loin. Le mot 4, on dirait que c'est un mot qui est désolant de banalité. OK. Donc, un de ces 4, ça veut dire, ouais, je sais pas trop quand. On se souvient de l'expression, la semaine des 4 jeudis. C'est vrai. Déjà, le 4, ça veut dire, un de ces 4, ça veut dire sans précision. Hein? C'est imprécis. Quand est-ce que tu vas m'appeler? Ah, on va t'appeler un de ces 4. Ça veut dire, là... Jamais. Oublie-moi donc. Exactement. De façon polie de dire, regarde. Tu sais, là, quand je vais vous dire, là, quand vous allez faire une entrevue, un de ces 4, là, non. Moi, pour vous, c'est tout le temps. Donc, un de ces 4, ça veut dire ça. Tu mets en 4 pour pas avancer. J'ai réussi les doigts dans le nez. Ah, ça, on l'a dit tantôt. Là, il y a une répétition. C'est une encore répétition, mon jockey. C'est encore mon jockey. C'est ton jockey, parfait. Ouais. Donc, ça, c'est l'erreur du pitcher, c'est le mien. Mais là, on reste un peu dans les on va prendre son pied? Oui. Aïe, maudit. Ça, c'est le bébé, c'est pas le bébé nourrisson. D'ailleurs, vous avez des enfants. Y avait-tu quelque chose de plus beau que de voir un petit bébé naissant nourrissant qui se prend le pied puis qui veut se le mettre dans la bouche? Quasiment, oui, quand même. Hein? Ils ont tous fait ça. Je rêverais d'être capable de le faire à nouveau, mais avec les années, on dirait que nos articulations auraient besoin d'un peu de WD-40. Hein? Oui, en vieillissant, effectivement. Donc, okay. on prend son pied. Oui, on prend son pied, ça revient. Vous savez, c'est un peu lié à l'argot des gens qui font des mauvais coups. Dans la France de Napoléon III, du 19e siècle, un pied, à cette époque, ça veut dire ma part, ma partie. On s'associe, pour vous et moi, pour dévaliser, faire des bandits de grand chemin. On repartage, puis je prends mon pied. Exactement. Je vous donne votre pied, je prends mon pied. Donc, je prends mon pied, ça veut dire je prends ma part. Ça veut dire je prends mon pied. C'est vraiment pas le bébé qui prend son pied. C'est un malfrat qui se réserve une partie du butin. Parfait, on partage. Ouais. On fait l'école buissonnière. On l'a dit souvent sans trop savoir ce que c'était, mais on l'a... Oui, ben là, j'ai toujours rêvé, moi, d'aller à l'école buissonnière. Tu sais, si j'étais quelqu'un qui était à la commission des écoles catholiques de la Ville de Québec, j'en aurais appelé une école buissonnière. Il y aurait eu du monde là beaucoup. C'est une sacrée vieille expression. Ça vient de 1423. Aïe aïe! C'est loin. Est-ce que c'est le mot buissonnière ou buisson? C'est buissonnière, qui fait allusion à buisson, mais qui est déjà une expression qui est utilisée à cette époque-là. 1423, on est à Pavie, en Italie. Hein? Et il y a un concile de l'Église catholique romaine et on considère qu'à l'époque, les curés, les cardinaux, les évêques, ils vont pas. Parce qu'à Pavie, il y a une épidémie de peste noire, la peste bubonique, donc on n'y va pas. Le concile se fait vraiment avec pas beaucoup de monde. Et il y a un écrivain français qui s'appelle Clément Marot qui écrit à ce moment-là, il écrit le concile, il dit que « Vrai est qu'elle fut buissonnière ». La réunion du concile, l'école de ceux de Pavie. Donc, les gens qui étaient allés à Pavie dans cette école, c'est-à-dire cette assemblée, parce qu'une scola, à l'époque, une école, c'est pas la petite école de la Troisième rue ici, c'est une assemblée d'intellectuels, des gens de qualité, de rencontre. Donc, les buissonnières, l'école de Pavie, par allusion au fait que, évidemment, les curés ne sont pas allés au concile. Buissonnière. À l'école buissonnière, c'est première pas aller. Interprétation. Okay, ça pourrait être quand même. OK, oui, ben oui. Peste noire. Aussi, on peut dire que l'école est tellement pas fréquentée que le chemin de l'école, il se couvre de ronces et de buissons. Vous savez, les écoles, à l'époque, c'est quelque chose qui est volontaire. On n'est pas obligé d'y aller. Puis dans bien des villages, il y en a qui se cachaient? On y va pour se cacher de l'école dans les buissons. Ben, c'est ça. Il ne faut pas y aller. Puis à force de se cacher puis ne pas y aller, ben, le chemin menant à l'école se couvrait de buissons. L'école devenait buissonnière. Ça a du sens aussi, je trouve. Ça a du sens. Moi, je pense qu'entre ça et Marot qui parle du concile de Pavie, j'irais sur le fait que l'école étant pas obligatoire. Hein, oui, très bon. On y va, le temps des récoltes arrive, puis on fait nos trucs, puis l'école devient abandonnée d'une certaine manière.
Elle devient l'école entourée de buissons, donc buissonnière. On revient aux animaux? Ben oui. Et on reprend du poil de bête. Aïe, aïe, ça fait mal. Oui, prendre du poil de la bête ou reprendre du poil de la bête. L'expression, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été malade. Hein? Souvent, quelqu'un fait une grippe d'homme, là, on va penser qu'il va mourir, puis il revient en forme. Oui. Donc, il fait quoi? Il reprend du poil de la bête. L'expression vient d'une pratique qui n'avait rien à voir avec la médecine, anciennement. Lorsque vous étiez mordu par un animal, OK. On prenait l'animal, puis on vous flattait avec une partie de son poil en se disant que ça vous donnerait une chance de mieux guérir. Le mal, tu combats le mal par le mal. Le mal. Donc, avec le poil de la bête, je suis pas sûr que ça marchait beaucoup pour, par exemple, la rage. Je suis pas sûr que Pasteur faisait ça avec ses patients. Mais on reprenait du poil de la bête pour tenter de corriger la blessure subie, reprendre du poil. Et avec le temps, ben, c'est devenu un peu cette expression qui dit on se remet sur pied, d'une certaine manière. On reprend du poil de la bête. On est rentré de notre sortie pour écumer la grande allée et après la grasse matinée, on reprend du poil de la bête et ça n'a rien à voir avec le poil qui vous a infligé la blessure la nuit précédente. On aime ta contribution, Denis, parce que tu apportes de l'eau au moulin. Ah ben oui. On voit le moulin, on voit l'eau, on présume que c'est lié. Il y a un lien. On apporte de l'eau au moulin. Ben, il faut comprendre pourquoi. On apporte de l'eau au moulin, ça veut dire on contribue. On apporte quelque chose, ça apporte de l'eau au moulin, ça va bien. L'arrivée du tramway va apporter de l'eau au moulin, ou je sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a deux types de moulins. Il y a le moulin à vent, avec des ailes qui tournent. Il y en a un à Vestige, ici à Québec, qui est près de où était l'école technique, là, sur la rue Langelier. C'est le dernier des moulins à vent qu'il y avait à Québec. Il y en avait tout plein. Et l'autre moulin qui est plus courant, parce qu'ici, on a beaucoup d'eau, c'est le moulin à eau. C'est le moulin à eau. Et le courant d'eau, parce qu'il dit plus courant. Ça va à double sens. Non, ouais, c'est incroyable. Si on fait ça trop longtemps, on va mal tourner. Il y a toujours un double sens qui est jamais très loin. Exactement. Donc, l'eau, la rivière, le ruisseau qui va alimenter le moulin. Et le moulin, ben, il va tourner parce que des roues à aube qui sont alimentées puis qui tournent. Le moulin tourne, le meunier, il moude du grain, ça fait de la farine, ça fait du blé, ça fait de l'argent. Donc, apporter de l'eau au moulin, c'est contribuer à la prospérité d'une certaine manière. Parce que si les meules tournent et le grain est bien moulu, ben, c'est payant. Voilà. OK, parfait. On roule, souvent on dit on roule à tombeau ouvert, mais l'expression à tombeau ouvert. Ah oui, ben ça, c'est vraiment littéral. Littéral, OK, littéral, le tombeau ouvert. C'est une vieille expression. C'est-à-dire, à cheval à l'époque, avec votre petit char, on dit à l'époque. Il y avait quoi? Le pas, le trot, le galop, le grand galop, et après ça, on roulait à tombeau ouvert. Ça se terminait à l'occasion par mal. Donc, vous aviez carrément, vous conduisiez avec les poignets de votre tombe. Comme je disais, à tombeau ouvert. C'est vraiment ça. Là, il ne faut pas trouver quelque chose de trop compliqué. Tu risques ta vie si tu roules si vite que ça. Exactement. Parfait. Et si jamais tu te fais arrêter entre-temps, tu risques d'aller dans le panier à salade. Ah ouais, c'est bon ça, le panier à salade. Le panier à salade, je sais pas, parce qu'on voit le panier à salade, on voit dans les films, la police, parce que ça existe, mais bon, où est la salade, où est le panier? J'ai hâte de voir d'où ça part. C'est le fun. Vous mangez de la salade à l'occasion, Gilles? Oui. Bon. J'aime beaucoup, de plus en plus. Les Français, tous les gros mangent de la salade. C'est ça, on dit ça, la salade aux fruits, au pas de taille, des trucs comme ça. Non, la salade, on l'égoutte, la salade. Vous savez comment on l'égoutte? Il faut être allé en France pour voir comment les Français égouttent la salade. Vous savez, on peut le faire avec un torchon où on bat le torchon avec la salade dedans ou avec un panier. Vous savez, un panier. Oui. Carrément un panier. On met la salade, puis on l'agite fortement, brusquement pour l'égoutter. Lorsqu'on a inventé... Et pour ne pas perdre peut-être les morceaux, dans le fond, quand on met le panier, c'est pour éviter que la salade parte. C'est vraiment comme un panier. C'est comme une petite cage à homard, finalement. C'est tout petit, là, des petites lattes. Et lorsqu'on a inventé les premiers véhicules cellulaires, les fourgons cellulaires, ben c'est une cage grimpée sur des roulettes. Et les gens se sont dit, ben tiens, ça ressemble à nos paniers pour la salade. C'est carrément mimétisme. Ça ressemble aussi simple que ça. Exactement. Si, par exemple, on avait été en Gaspésie, ben, probablement que le panier à salade serait devenu le panier à homard. Parce que c'est essentiellement là, c'est une cage qui est grimpée sur des roues, puis on amène les prévenus. Et c'est ça. C'est ce qu'on voit et ce qu'on dit. OK, parfait. Allons-y avec l'expression « manger sur le pouce ». Oui, bien ça, c'est parce que quand vous mangez un grain de riz ou deux à la fois, très peu. Non. Manger sur le pouce.
pour nous, l'expression, on mange vite. Hein? On mange vite, on mange sur le poids, j'ai pas le temps. C'est ça. Je vois, j'ai pas le temps. Ben, ça fait référence aux aux braves soldats qui ont servi dans les armées du roi pendant des siècles et des siècles. Vous êtes un soldat, vous traînez votre besace et vous mangez quoi, les Français, les troupes de Montcalm? Ils mangent quoi? Du pain. Du pain, c'est sûr. Un peu de fromage. Un peu de fromage, un morceau de saucisson. Oui, ça se regarde bien. Ça se marche bien. Traînez ça, vite, on a une petite pause, on mange vite, on fait quoi? On a un couteau, on a un pain, un morceau de saucisson, parfois un morceau de fromage. On prend le pain dans la même droitier, la main gauche, je me prends un morceau, je me coupe un morceau de salami et vraiment, je mange sur le pouce. C'est-à-dire que OK, c'est littéral aussi. C'est carrément manger sur le pouce, manger rapidement, une collation légère, lorsque j'ai très peu de temps. Et on le voit, là, quand tu le racontes de même, on le voit très bien. C'est exactement ça. De l'étape du soldat qui a faim. Tu viens de remettre les pendules à l'heure. J'ai dit la vérité. J'ai fait une lapalissade. Hein? Les vérités de Lapalisse. Lapalisse, c'est un noble français dont on a dit que la veille de sa mort, il était toujours vivant. Il existait pour vrai, Lapalisse. Il a fait une lapalissade. Donc, on remet les pendules à l'heure. Bon. Vous avez une discussion, vous avez un meeting. C'est une vieille expression, ça? Ou... C'est une expression qui redate au 19e siècle. C'est pas si vieux, mais ça probablement correspond avec la multiplication des réunions de travail. Hein? Vous avez une réunion, puis là, ça parle de toutes les façons. Ça tire partout, là, comme on dit. Réunion de production. Là, oui, c'est ça. Tempête d'idées, puis la monnaie, quelqu'un dit « wow ». Exactement. Il remet les pendules à l'heure. Donc, l'idée de remettre les pendules à l'heure, c'est souvent à l'époque, le pendule, il avance ou il recule. C'est pas très précis, les pendules. Il y a quelqu'un qui va ramener ça à midi, comme c'est bon. Donc, tu remets les pendules à l'heure dans un groupe. Tu vas, par exemple, faire une affirmation qui est tellement vraie puis tellement évidente que tu repars la conversation. Donc, on remet les pendules à l'heure. Comme à l'époque, le préposé aux horloges... Ici, par exemple, Cyril Duquette a fait toutes les horloges de l'Hôtel du Parlement. Régulièrement, il passait devant et il remettait à l'heure le pendule. Donc, on ramène à zéro, on remet ça. C'est pour les gens qui ont une montre technique, là, vous pesez sur reset. Hein, donc, vous remettez à l'heure, vous repartez. Mais j'aime ça, cette expression-là. Je trouve qu'elle évoque très bien. C'est une belle expression. Exactement. Une autre qu'on dit souvent, puis qu'on répète, puis qui a traversé le temps, c'est chercher une aiguille d'une botte de foin. Ah ouais, classique, ça. On sait très bien que ça part de la botte de foin. Là. Oui, parce que l'aiguille qui est échappée en faisant de la broderie, elle va tomber dans la grosse botte de foin. Donc, c'est quelque chose d'impossible. Hein. C'est de trouver un peu... En termes de sens, c'est comme enculer une mouche. Excuse-moi, on l'a dit avant. C'est ça. On est dans les mêmes eaux. Tu as autant de chances de réussir l'un que de réussir l'autre. C'est vrai. Mais c'est une vieille expression qui date de Madame de Sévigné, qui était une très célèbre auteure à l'époque de Louis XIV. Quand même. Elle écrivait à sa fille, puis dans les trucs qu'elle racontait au 17e siècle, 1650-52, que c'était impossible. Hein? C'était mission impossible. C'est-à-dire que Tom Cruise aurait été probablement capable, lui, de trouver... Mais ils disent pas trouver l'aiguille, ils disent la chercher. Autrement dit, l'idée, c'est que tu travailles pour rien. C'est ça que ça oui, exactement. Parce que tu ne la trouveras jamais. C'est pas trouvé, c'est vrai, tu as bien raison. Est-ce qu'il faut montrer patte blanche? Ah ben oui, ça c'est le cousin de Madame de Sévigné, à la même époque, Jean de La Fontaine, les fables de La Fontaine. Hein? Ça vient de là? Maître Corbeau dans un arbre. C'est lui, ça. Il a écrit une fable qui était Le loup, la chèvre et le chevreau. On la connaît moins, là. C'est pas la fourmi et la cigale, puis le lapin et la tortue, le lièvre et la tortue, la soupe aux lièvres, c'est le thème, c'est la récurrence. Tout est dans tout. C'est la journée du féronisme. C'est dans cette fable-là, il y a un chevreau qui est dans une maison et il y a un loup qui va lui faire des rodomontades, il va le séduire. Et le chevreau lui dit « Ouais, pour t'ouvrir, il faut que tu me montres ta patte. » Un chevreau, la patte est blanche. Le loup, la patte est grise. OK, pour lui, c'est vraiment... OK, c'est comme un mot de passe. Exactement. Okay. Si tu veux rentrer dans mon enclos, il faut que tu me montres ta patte blanche. Évidemment, on sait que le loup n'a pas la patte blanche, donc il s'en retourne tout penaud et mari, de force d'avoir pas pu manger le petit chevreau qui a refusé parce qu'il n'avait pas la patte blanche. C'est beau. C'est beau, mais c'est vrai que c'est une très belle... C'est de la culture, quand même, les fables de La Fontaine. Est-ce qu'on a du pain sur la planche? On en avait, on en a moins parce qu'on avance dans notre podcast, mais c'est une expression. Le pain sur la planche, on a parlé beaucoup que les Français avaient des allusions un peu aux animaux, les parties du corps, un peu le sexe. La nourriture, un peu. La nourriture, un petit peu le bon Dieu, le concile. Beaucoup avec la criminalité, on en a parlé, là, les criminels, prendre son pied, etc. Le pain sur la planche. Bon. Oui.
ça remonte à l'Ancien Régime, le système de justice. Et mon Dieu. Être sur la planche était le tribunal. Hein? Il y a le tribunal. Devant le tribunal, on vous condamnait. Et si on vous condamnait, mettons, au galère pendant 2 ans, 3 ans, on disait, vous étiez sur le pain du roi. C'était pas un cadeau qu'on vous faisait. Mais les prisonniers qui ramaient, qui cassaient des cailloux, ben, ils étaient alimentés et ils avaient droit au pain. Donc, la planche vous condamnait au pain. Il y a du pain sur la planche. Il y a une énorme tâche à faire. Okay. C'est beaucoup la tâche de ces gens-là qui étaient condamnés à travailler moyennant pas beaucoup de rémunération, sinon le pain qui était, cuit par les boulangeries royales. Donc, l'expression, c'est ça, la planche, le pain. Le pain sur la planche, OK. Ouais. Maintenant, si on est trié sur le volet... Ah, c'est encore du manger, ça. Ah oui? Oui, parce qu'un volet, à l'époque, au Moyen-Âge, c'est pas un volet comme vous avez ici dans vos fenêtres. Non. C'est un tissu très fin. Hein, qui est très comme un petit léger. voile? Oui, un voile. Un volet? OK. Et le petit voile, vous l'échappez, il va se mettre à voleter. Hein, c'est joli. Oui. Et on s'en sert pourquoi? Ce petit truc-là, c'est pour faire un peu ce qu'on appelle, en termes de cuisine, faire un chinois. Donc, pour faire passer on s'en sert un peu comme d'un mini-filtre. Un mini-tamis. Un tamis. OK, parfait. Okay. Donc, on va trier sur le volet et la toile sur lequel on va déposer les graines et on va conserver ce qui est bon et on va jeter ce qui n'est pas. C'est tout à fait logique là, quand on le voit comme ça. Les petites fèves. Donc, on les trie sur le volet. Donc, on va les trier sur une petite toile mince qui va nous servir un peu de treillis. Il faut faire attention parce qu'on peut se retrouver dans de beaux draps. Oui, c'est drôle, hein, parce qu'on aime ça, des beaux draps, oui. propres. Là, vous savez, l'été, là, on arrive, on fait peut-être moins maintenant, mais à l'époque, on faisait sécher au printemps, tu sais, sur les grandes cordes à linge. Mon Dieu, que ça se sentait bon. On était vraiment dans des beaux draps lorsqu'on faisait la grasse matinée. Mais ça n'a rien à voir. C'est une vieille expression, être dans des beaux draps? Ça va pas bien. Tu sais, ça va mal. Oui, c'est vrai. Ça va très mal. On serait porté à penser beau drap, c'est beau, c'est bien, non. Mais l'allusion, elle est au rite funéraire de l'ancien temps. Lorsque vous mouriez, on vous enveloppait dans un linceul. Un linceul, c'était un beau drap blanc. On avait lavé le drap, on l'avait mis très beau de manière à ce que votre corps immaculé soit déposé dans de beaux draps avant d'être inhumé. Donc, être dans des beaux draps, ça veut dire ça va pas bien. Si dans de beaux draps, ça va mal. Mais c'est intéressant de le savoir parce quand on mord la poussière, est-ce qu'on mord la poussière? Ben oui, les batailles, ça, on remonte, Gladiateur. Hein, Gladiateur, vous savez, on voit un peu, on imagine là, le rétiaire, le myrmiton, ils se battent, ils sont dans une arène recouverte de sable ou de brins de scie, pour 2 raisons. Un, pour faire un fond, puis deuxièmement, quand le sang coule, il est absorbé, donc ça fait moins dégueulasse pour les gens qui vont crier quand les lions vont manger les chrétiens. Donc, quand tu tombes, tu mords la poussière, c'est vraiment le début de la fin. C'est pas... c'est clair. J'en ai tellement, je vais en garder 2. On arrive à les deux. On en garde 2. Ouais. Se rincer l'œil? Pourquoi pas se rincer l'œil? Ben, regardez, on commence par se rincer le gosier. Hein? Oui. Regardez, je vais prendre un petit verre d'eau. C'est bon, je me rince le gosier. C'est pas nécessairement parce que vous avez mis du savon Sunlight. Ma mère, nos parents, vous savez, peut-être vous, peut-être pas. Mais à l'époque, un enfant qui n'était pas sage, on le menaçait de prendre du savon. Il y avait un savon jaune, un savon qu'on appelait Sunlight, qui était un gros savon. Je sais très bien c'est quoi. Pour les tâches dures. Non, oui. Puis va te frotter les yeux avec du Sunlight. Je crois que tu te rinces l'œil. Non, ça n'a rien à voir. Se rincer l'œil, évidemment. Là, les Français, c'est l'allusion galante, je me rince l'œil. Donc, quelque chose de beau. Exactement. Comme je me rince le gosier avec un vin de qualité, une bière fraîche, je vais me rincer l'œil avec des images de la personne et qu'on appelait à l'époque la personne du beau sexe. OK. Le beau sexe, c'était les femmes. C'était les femmes. Ouais. Et enfin, pour cette deuxième chronique, je pense qu'il y en aura une troisième dans un an, peut-être. Peut-être, on verra, parce qu'il y en a encore beaucoup. Ce sera une histoire à dormir debout. Je vous invite pas à vous endormir pour la fin de ce podcast. C'est ce qu'on vient de faire depuis 1 heure, l'histoire à dormir debout. Donc, l'histoire, elle est tellement assommante que si vous la racontez, la personne qui va l'écouter, les yeux vous allez cogner les clous. Hein? C'est une expression québécoise. Oui. Cogner des clous, absolument. C'est se faire raconter une histoire à dormir debout.
C'est tout le contraire de Scheherazade. Scheherazade, dans les contes des 1001 nuits, elle raconte des histoires au calife Haroun al-Rachid. Et ce faisant, elle échappe à la mort parce que ces histoires sont tellement captivantes que lui n'en dort pas. Par antinomie, on dit d'une histoire à dormir debout, ça n'a pas de bon sens, c'est plate, ça m'endort, je m'en peux plus. On pouvait même, à l'époque, avoir des souliers à dormir debout. On vendait des souliers avec de très larges semelles qui faisaient en sorte que si vous vous endormiez, au moins vous ne tombiez pas en pleine face. Monsieur Denis. Monsieur Gilles. Merci beaucoup. Alors, c'est un plaisir. C'est intemporel, donc les gens les réécouteront. Même après notre départ. Oui. Un jour. Merci. Même quand le tramway va rouler. Les petits chars. Salut. Salut Gilles.